l'invité de la matinale. KTO Radio. On commémore en ce 8 mai la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Alors que l'Europe a traversé une relative période d'accalmie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 nous a rappelé que cet équilibre restait fragile. Comment les conflits d'hier peuvent-ils nous aider à préparer ou à éviter les guerres de demain? Général Benoît Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin. Merci d'être avec nous. Je vous présente aux auditeurs. Vous avez servi presque 40 ans dans l'armée française, l'armée de terre, sur différents théâtres d'opérations, comme en Yougoslavie ou encore en Afghanistan. Vous avez présidé l'académie de défense de l'école militaire et notamment également été conseiller militaire auprès de 2 premiers ministres, Jean Castex et Édouard Philippe, c'est ça? Absolument. Donc ça fait 80 ans aujourd'hui, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel enseignement avons-nous tiré de ce conflit, général Benoît Durieux? Je pense que l'enseignement majeur qu'il faut tirer de cet anniversaire et de ce conflit, c'est que la guerre reste une possibilité, qu'elle n'a pas disparu de l'histoire. Alors évidemment, l'Ukraine nous le rappelle, mais je crois que c'est toujours quelque chose qu'il est difficile d'entendre. La deuxième leçon, probablement, qu'on peut tirer de cet anniversaire, c'est que pour la France, rien ne se fera sans une alliance forte entre pays européens d'abord. Ça a été l'immense vertu de la construction européenne. Ça a été la vertu de l'OTAN que de garantir une alliance aussi avec les États-Unis d'Amérique. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on perde tout ça de vue derrière les tresseaux de l'actualité. Et sur la façon dont la paix a été consolidée avec la création de l'ONU en 1945, de son Conseil de sécurité et des organisations mondiales, pourquoi ce modèle semble aujourd'hui arriver à bout de souffle ? Eh bien, en effet, le multilatéralisme tel qu'on l'a connu pendant des décennies semble en tout cas fragilisé. C'est vraiment quelque chose qui doit nous inquiéter. Je crois que ce qui prédomine probablement, eh bien, c'est tout simplement que les peuples, mais aussi les dirigeants, ont oublié ce que pouvait être la guerre. Ont perdu ça dans leurs souvenirs et qu'aujourd'hui, au fond, on assiste à une renaissance d'une forme de nationalisme, qu'il s'agisse, qui l'eût cru, des États-Unis d'Amérique à travers le mouvement MAGA, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne à travers le Brexit, qu'il s'agisse évidemment aussi de pays qui sont beaucoup moins proches de nous et beaucoup plus agressifs comme la Russie. Et évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Vous avez dit que l'Europe ne devait pas perdre de vue ses alliés initiaux face à la Russie. Avec la guerre en Ukraine, la guerre frappe de nouveau en Europe, même si nous, ça nous paraît un peu plus éloigné vu de France. Sans parler de la vision impérialiste du président Vladimir Poutine, qu'est-ce que les Européens auraient dû ou auraient pu faire pour éviter ce conflit ? C'est toujours extrêmement difficile. Je pense que, comme dans toute démarche stratégique, la première chose consiste à comprendre l'autre. Alors l'autre, c'est pas forcément l'ennemi, ça peut être l'adversaire, ça peut être le compétiteur, c'est aussi l'allié. En tout cas, on a sans doute, à partir des années 90, finalement, tout notre soulagement de voir la guerre froide se terminer, abandonner l'idée, ce qu'on faisait beaucoup plus avant, à vrai dire, de comprendre la Russie. La deuxième chose, probablement, c'est que nous avons oublié que la guerre pouvait survenir et donc délaissé probablement une posture de défense suffisamment dissuasive, ce qui a sans doute joué un rôle dans l'entreprise de Vladimir Poutine. Et donc, voilà peut-être ce qu'on peut dire à ce stade. La guerre en Ukraine ressemble-t-elle à la guerre de demain par rapport à toutes ces nouvelles technologies, les drones, ou en tout cas à quoi ressemblerait la guerre de demain ? Alors ça, c'est une excellente question. Ce qui est vrai, c'est que si la guerre en Ukraine a surpris un peu tout le monde, c'est précisément que dans sa configuration générale,
elle a semblé plutôt la guerre d'hier que la guerre de demain. C'est la réapparition des tranchées, ce sont des fronts continus et stabilisés qui évoquent bien davantage la Première Guerre mondiale que la guerre de demain. Alors ça doit quand même, il faut à la fois éviter de balayer cela aux orties en considérant que c'est une guerre déjà périmée et que ce n'est pas la guerre de demain. Si, ça peut être la guerre de demain, mais pour autant, il ne faut pas non plus omettre de noter ce qu'il y a de nouveau. Je pense que ce qu'il y a de nouveau, c'est très clairement l'avènement, au point de vue tactique en tout cas, l'avènement massif des drones dans tous les domaines qui rendent les forces très facilement détectables. Le champ de bataille est devenu beaucoup plus transparent. Et ça, je pense que c'est peut-être l'enseignement majeur qu'il faut tirer de cette guerre. Général Benoît Durieux, vous avez publié un livre en février dernier, co-dirigé avec l'historien Olivier Vievorka, Les Maîtres de la stratégie, publié aux éditions du Seuil, un ouvrage qui relate l'histoire de la pensée de la guerre à travers des biographies de grands stratèges de la guerre. Peut-on penser la guerre de demain, on en parlait ici, comme on l'a pensé hier ? Alors, il faut à chaque fois penser la guerre de son époque. Mais pour penser la guerre de son époque, pour voir ce qui est nouveau, il faut regarder ce qui ne change pas. C'est la première raison pour laquelle il faut s'intéresser à ceux qui ont pensé la guerre avant nous. La deuxième raison, c'est que des gens comme Sun Tzu, comme Clausewitz, comme Machiavel et bien d'autres qui sont analysés dans l'ouvrage que vous citez, s'ils sont parvenus jusqu'à nous, c'est qu'ils ont réussi à identifier des tendances qui dépassent les époques. Et donc, dans ce que nous dit aujourd'hui Sun Tzu, dans ce que nous dit Clausewitz, dans ce que nous dit Machiavel, dans ce que nous dit l'amiral Mahan, le général Beaufre et bien d'autres, eh bien, il y a des choses extrêmement utiles pour penser à la guerre de demain. Tous sont actuels encore aujourd'hui si on les relit ? Alors, il y en a dont les théories ont été un peu démenties par les faits, mais là aussi, c'est utile de les regarder, de les lire, parce qu'ils ont eu de l'influence. Et donc, c'est extrêmement intéressant de les analyser pour savoir quelle influence ils ont eue, qui ils influencent aujourd'hui, d'une part. Et puis, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont encore, je trouve, extrêmement actuels. Et s'il y en a un qui devait un peu plus ressortir encore par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, en tout cas, il pourrait davantage parler par rapport à ces conflits ? Bien moi, à titre un peu personnel, j'ai une faiblesse pour Karl von Clausewitz, que j'ai beaucoup étudié, mais qui, je crois, lui, est vraiment parvenu à comprendre l'essence de la guerre, sa dimension politique, toute la difficulté de ce phénomène. Et donc, oui, c'est peut-être lui que je recommanderais. Il y a également un chapitre remarquable sur Bernard Brodie, qui était un théoricien nucléaire américain et qui dit beaucoup de choses, puisqu'on parle beaucoup de stratégie nucléaire. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Et vous nous disiez que la France, en tout cas ce qu'on n'avait peut-être pas fait en Europe par rapport à la Russie, c'était de comprendre l'autre, qu'on avait oublié de comprendre l'autre. C'est un des points essentiels dans la stratégie aujourd'hui, oui. En tout cas la façon de penser la guerre. La stratégie, ça consiste à agir en dépit, voire contre la volonté de l'autre. Ça se joue à deux. Et donc, très souvent, les grandes erreurs stratégiques proviennent d'un point assez simple, c'est qu'on s'est beaucoup regardé, mais on a oublié de regarder et de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi il se battait, d'abord, c'est le premier point. Et ensuite, comment, en fonction de ça, il va se battre. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. L'Europe prévoit, on l'a entendu en mars dernier, 900 milliards d'euros d'investissement d'ici 4 à 5 ans dans son réarmement. Comment le militaire que vous êtes, le chrétien que vous êtes également, voit cela, alors que la politique du Saint-Siège depuis la Première Guerre mondiale a toujours été d'insister au niveau international pour qu'il y ait un désarmement général et contrôlé ? Oui, c'est vrai, c'est toujours une question qu'il faut se poser. Alors je crois que quand on voit l'état actuel des armées européennes, on est encore très loin, à vrai dire, du surarmement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'armement, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'implique pas la guerre. Ce qui est très important, encore une fois, c'est la stratégie, c'est-à-dire un armement. Pourquoi faire, dans quelles circonstances, et pour dissuader certainement plutôt
que pour l'utiliser. Et je crois que le chrétien, et notamment le catholique, qui professe une religion incarné ne doit pas vivre dans les éthers irénistes d'un monde qui, à mon avis, malheureusement est illusoire, mais au contraire se confronter en permanence avec la réalité, se plonger dedans et l'affronter. Donc c'est grâce au réarmement que l'on prépare la paix ? En tout cas, c'est en regardant le monde tel qu'il est, en étant lucide. Et donc, préparer la paix, Saint Augustin disait que la paix, c'est la concorde ordonnée. Eh bien, si on veut que la concorde entre les peuples en particulier soit ordonnée, il faut que les peuples sachent ce qu'ils souhaitent et que cet ordonnancement soit solide. Et il n'y a pas, et on le voit bien, il n'y a pas d'ordonnancement solide sans une forme d'ordre, d'autorité. Moi, il y a par exemple, j'ai beaucoup de nouvelles actuellement de la situation à Haïti. À Haïti, c'est pas la guerre, mais il n'y a pas de paix. C'est les gangs qui règnent, c'est la violence, tout simplement, parce que probablement il n'y a pas un État suffisamment fort. Le dialogue jusqu'au bout, y compris avec des chefs de guerre, a été un des axes majeurs du pontificat du pape François. Œuvrer pour la paix et favoriser le dialogue, notamment entre les religions. Quel est votre regard sur ce point du pontificat de François ? Oui, je pense que c'est absolument essentiel. Ça revient un peu à ce que je te disais. Il faut comprendre l'autre, il faut dialoguer. Et dialoguer, être en empathie. L'empathie, ça ne veut pas dire céder sur les points qui peuvent paraître essentiels. Mais alors je pense que le pape François, de ce point de vue-là, a prolongé l'action de beaucoup de ses prédécesseurs. Mais je crois que l'Église catholique a beaucoup à dire, effectivement, parce que c'est une Église universelle, sur cette nécessité du dialogue, en particulier interreligieux, mais pas seulement. Et qu'attendez-vous du prochain pape sur le plan diplomatique et des relations internationales ? Bien, peut-être que le futur pontificat, le futur pape, peut être en réalité bien placé pour essayer de ramener des gens à la table du dialogue, à la table des négociations, parce que finalement, il n'y a qu'à voir l'émotion, le retentissement qu'a eu le décès du pape François pour montrer que l'Église est encore attendue et qu'elle est encore écoutée. Et donc, il faut saisir cette occasion et je crois qu'il peut jouer un grand rôle dans ce domaine. Merci, Général Benoît Durieux, d'avoir été avec nous en studio ce matin. Je redonne votre ouvrage collectif sorti en février dernier, Les Maîtres de la stratégie, publié aux éditions du Seuil et donc co-dirigé avec l'historien Olivier Vievorka. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.